Il est 23 heures passées. La lumière de ma lampe de bureau est la seule qui brille encore dans l'appartement. Autour de moi, des feuilles de cours, des exercices de mathématiques à moitié griffonnés, et ce sentiment pesant que je connais trop bien, l'impression de ne jamais en faire assez. Mes parents viennent de rentrer, encore une fois, comme chaque soir depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je les entends retirer leurs chaussures dans l'entrée. Leurs pas sont lourds, fatigués. 12 heures debout dans leur restaurant. 12 heures à servir, cuisiner, nettoyer. 12 heures sans pause, sans répit, sans se plaindre. Ma mère pousse doucement la porte de ma chambre. Elle ne dit rien. Elle pose juste sa main sur mon épaule, quelques secondes. Un geste simple. Mais dans ce geste, il y a tout. L'épuisement qu'elle ne montre jamais, l'espoir qu'a place en moi, le sacrifice silencieux qu'elle fait chaque jour pour que j'aie ce qu'elle n'a jamais eu. Une chance. À cet instant précis, quelque chose bascule en moi. Ce devoir de mathématiques qui me paraissait insurmontable il y a 2 minutes, il devient soudainement insignifiant face à ce qu'ils endurent pour moi. Cette fatigue que je ressens après 3 heures de révision, elle n'est rien comparée à leurs journées interminables. Et je me fais une promesse que je me répète encore aujourd'hui. Si eux sont capables de tout sacrifier pour me donner un avenir, alors moi, je suis capable de faire ce qu'il faut pour ne pas gaspiller cette opportunité. Cette nuit-là, je ne le savais pas encore, mais j'étais en train de découvrir le premier principe qui allait transformer complètement ma scolarité. Un principe qui explique pourquoi, quelques années plus tard, en terminale, ma classe allait afficher des résultats que beaucoup considèrent comme impossibles. Laisse-moi te ramener quelques années en arrière. Nous sommes en classe de terminale. Dans mon lycée, il existe une section particulière, l'option internationale chinoise. Et cette année-là, notre promotion était exceptionnelle. Pas dans le sens où nous étions des génies, non, mais dans le sens où nous étions une concentration incroyable d'élèves français d'origine chinoise qui avaient choisi cette spécialité. Et là, quelque chose de fascinant s'est produit. Les moyennes dans notre classe n'étaient pas du 12, du 13 ou même du 15, non. Elles tournaient autour du 16, 17 et pour certains du 18 sur 20, constamment, trimestre après trimestre. Tu pourrais te dire, bon, c'est juste une classe de bons élèves, ça arrive. Sauf que ce n'était pas que ça. Quand les résultats du baccalauréat sont tombés, absolument tous les élèves de la classe, sans exception, ont décroché la mention « très bien ». Tous, 100% de réussite avec la meilleure mention possible. Et derrière ces mentions, il y avait des admissions dans les formations les plus prestigieuses de France. Classes préparatoires aux grandes écoles, Sciences Po, école de commerce, faculté d'excellence. Moi-même, j'ai intégré l'université Paris-Dauphine, tout en fondant parallèlement ma propre entreprise, Stage 20 en maths. Des stages intensifs de mathématiques pour préparer les lycéens au baccalauréat et à Parcoursup. Alors, évidemment, quand tu regardes ces statistiques de l'extérieur, tu te poses forcément la question que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces élèves d'origine chinoise? Ils ont un QI naturellement plus élevé? C'est culturel? Ils mangent du riz magique qui booste les neurones? Ils ont accès à des techniques secrètes d'apprentissage? La réponse, je vais te la donner tout de suite, et elle va peut-être te surprendre. Non, nous n'avons pas un QI supérieur. Les études scientifiques sont claires là-dessus. L'intelligence est équitablement répartie dans toutes les populations du monde. Non, ce n'est pas non plus une question de gènes de génie transmis de génération en génération. Et non, définitivement, non. Il n'y a pas de riz magique. Désolé de briser ce mythe. Alors, si ce n'est rien de tout ça, qu'est-ce qui explique ces résultats? J'ai étudié cette question en profondeur. J'ai analysé mon propre parcours, celui de mes camarades, celui de dizaines d'autres élèves excellents que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers mon entreprise. Et j'ai identifié exactement 5 principes fondamentaux, 5 piliers qui, lorsqu'ils sont appliqués ensemble, créent cette mécanique d'excellence qui semble mystérieuse vue de l'extérieur. Et le plus beau de tout ça, ces principes n'ont absolument rien de secret. Ils ne sont pas réservés à une élite. Ils ne dépendent pas de ton origine, de ton milieu social ou de tes capacités intellectuelles de départ. Ils sont universels, reproductibles, accessibles. Dans les prochaines minutes, je vais te les révéler un par un. Et surtout,
je vais te montrer exactement comment toi aussi, peu importe d'où tu pars, tu peux les appliquer pour passer de 12, 13 de moyenne à 18 dès le prochain trimestre. Parce que vois-tu, le soi-disant secret chinois de la réussite scolaire n'a rien de secret. C'est juste une combinaison de principes que personne ne prend le temps d'expliquer clairement. Jusqu'à maintenant. Alors installe-toi confortablement, parce que ce que tu vas découvrir va littéralement transformer ta vision des études et ta capacité à obtenir les résultats que tu vises. Commençons par le premier principe, celui qui change absolument tout. Le premier principe, celui qui sert de fondation à tous les autres, c'est le sens de la responsabilité. Et attention, je ne parle pas de la responsabilité superficielle du type « je dois faire mes devoirs parce que sinon je vais me faire gronder ». Non, je parle d'un sens de la responsabilité qui vient des tripes, qui te pousse à agir même quand personne ne te regarde, même quand personne ne te force. Dans beaucoup de familles chinoises immigrées, il existe un contexte historique et émotionnel très particulier qui crée naturellement ce sens de la responsabilité chez les enfants. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Mes parents, comme des millions d'autres immigrants chinois dans le monde, ont quitté leur pays dans des conditions extrêmement difficiles. Certains sont arrivés légalement, d'autres dans des situations bien plus précaires, même illégales. Ils ont tout abandonné, leur famille, leurs amis, leur culture, leur langue, leur confort, tout. Pourquoi ? Pour une seule raison, offrir à leurs enfants les opportunités qu'eux-mêmes n'ont jamais eues. Mes parents ont travaillé dans la restauration. Et quand je dis travailler, je ne parle pas d'un emploi classique avec des horaires normaux et des congés payés. Non, je parle de journées qui commençaient à 8 heures du matin et se terminaient à minuit. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Pas de vacances, pas de jours fériés, pas de repos. Imagine ça une seconde. Pendant que tes amis partent en vacances à la mer, tes parents sont debout derrière leur comptoir. Pendant que le monde fête Noël et Nouvel An, tes parents servent des clients. Pendant que d'autres se plaignent d'une journée de travail fatigante, tes parents enchaînent leur 12e heure consécutive sans broncher. Et ils font ça pendant des années, des décennies même. Maintenant, mets-toi à la place de l'enfant qui grandit dans cet environnement. Toi, tu as 6 ans, 8 ans, 12 ans, et chaque jour, tu vois tes parents partir avant le lever du soleil et rentrer longtemps après que tu sois couché. Tu les vois fatigués, les mains abîmées par le travail, le dos courbé par les charges portées. Mais jamais tu ne les entends se plaindre. Tu comprends alors quelque chose de fondamental. Tes parents n'endurent pas tout ça pour eux. Ils ne font pas ces sacrifices parce qu'ils aiment particulièrement servir des clients ou nettoyer des cuisines jusqu'à tard dans la nuit. Ils le font pour toi. Pour te payer une scolarité décente, pour te permettre d'avoir des livres, du matériel, des cours, pour que toi, tu aies le luxe qu'ils n'ont jamais eu, le luxe de pouvoir étudier plutôt que de devoir travailler. Et quand tu réalises ça, vraiment, profondément, quelque chose d'irréversible se produit dans ta tête. Les études cessent d'être une corvée imposée par le système scolaire. Elles deviennent une mission, une responsabilité sacrée envers les personnes qui sacrifient littéralement leur vie pour que tu puisses avoir la tienne. Je me souviens de ces soirs où j'étais fatigué, où j'avais juste envie de lâcher mes cahiers, d'allumer mon ordinateur et de jouer à mes jeux vidéo préférés pendant des heures. J'avais 13, 14 ans. Je voulais juste être un adolescent normal, sans pression, sans obligation. Mais à chaque fois que cette tentation devenait trop forte, une image me revenait en tête. L'image de ma mère debout depuis 14 heures, qui n'avait même pas eu le temps de s'asseoir 5 minutes dans la journée. L'image de mon père, qui rentrait avec ce regard épuisé, mais qui me demandait quand même avec un sourire forcé « Alors, ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ?» Et cette image suffisait. Je me disais, s'ils sont capables de travailler 12, 13, 14 heures par jour sans jamais abandonner, juste pour me donner cette chance, alors moi, je suis absolument capable de tenir 2 heures de plus sur mes devoirs. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce n'était plus une question de motivation superficielle, ce n'était plus « Allez, motive-toi, tu peux le faire ». Non, c'était devenu une responsabilité ancrée dans mes valeurs les plus profondes, une responsabilité qui ne négociait pas, une responsabilité qui me disait « Tu dois être à la hauteur de ce qu'ils font pour toi ». Et c'est exactement ça qui fait la différence entre un élève qui étudie par obligation et un élève qui étudie avec une détermination inébranlable. Maintenant, tu te dis peut-être « Ok, mais moi, mes parents ne sont pas immigrés, je ne vis pas cette situation. Comment je peux développer ce sens de la responsabilité ?» Excellente question, et voici ma réponse. Tu n'as pas besoin d'avoir exactement le même contexte pour développer exactement le même sens de la responsabilité. Ce qui compte,
Ce n'est pas la forme que prend cette responsabilité, c'est le fait d'avoir une raison plus grande que toi pour avancer. Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Et attention, je ne te parle pas de réponses superficielles du genre « pour avoir un bon métier plus tard » ou « pour faire plaisir à mes parents ». Je te parle de creuser, vraiment, profondément, jusqu'à trouver quelque chose qui te touche viscéralement. Peut-être que tu veux réussir pour prouver à ceux qui ont douté de toi qu'ils avaient tort. Peut-être que tu veux réussir pour sortir ta famille d'une situation financière difficile. Peut-être que tu veux réussir pour devenir quelqu'un qui inspire les autres, qui montre l'exemple. Peut-être que tu veux réussir pour honorer la mémoire de quelqu'un qui croyait en toi et qui n'est plus là. Peut-être que tu veux réussir simplement parce que tu refuses de vivre une vie médiocre et que tu sais, au fond de toi, que tu es capable de bien plus. La raison exacte, n'importe peu. Ce qui compte, c'est que tu trouves ta raison. Cette raison qui, dans les moments de doute, de fatigue, de découragement, va te donner la force de continuer quand tout le monde autour de toi abandonne. Parce que voilà la vérité que personne ne te dit. La motivation, c'est éphémère. C'est comme une vague d'énergie qui te submerge un instant et puis qui disparaît. Un jour, tu te sens super motivé. Le lendemain, tu ne veux plus rien faire. C'est émotionnel, c'est instable, c'est fragile. Mais la responsabilité, elle, est constante. Elle ne dépend pas de ton humeur du moment. Elle ne disparaît pas parce que tu as eu une mauvaise journée ou parce que tu ne te sens pas inspiré. La responsabilité, c'est ce qui te fait agir même quand tu n'as pas envie. C'est ce qui te pousse à ouvrir ce manuel, même quand chaque fibre de ton corps te dit de procrastiner. C'est ce qui transforme la discipline en un réflexe automatique. Les meilleurs élèves que j'ai rencontrés, sans exception, avaient tous une chose en commun. Ils ne comptaient pas sur la motivation pour avancer, ils avaient quelque chose de plus profond. Ils avaient un sens du devoir envers eux-mêmes ou envers les personnes qu'ils aimaient. Et ce sens du devoir les rendait littéralement imparables. Alors je te pose la question une dernière fois, et je veux que tu réfléchisses sérieusement. Pourquoi est-ce que tu veux réussir ? Qu'est-ce qui, au plus profond de toi, mérite que tu fasses des efforts, que tu sacrifies quelques heures de confort immédiat pour construire un futur dont tu seras fier ? Trouve cette réponse. Écris-la si nécessaire. Garde-la quelque part où tu peux la relire régulièrement. Parce que cette réponse, elle sera ton carburant dans les moments difficiles. Elle sera la raison pour laquelle tu vas te lever plus tôt, travailler plus intensément, persévérer plus longtemps que les autres. Et c'est exactement ce qui va te permettre de passer au deuxième principe. Parlons maintenant du deuxième principe fondamental, la discipline. Et là, je vais casser immédiatement un mythe qui empêche des milliers d'élèves de progresser. Beaucoup de gens pensent que la discipline, c'est quelque chose d'inné. Ils se disent, lui, il est naturellement discipliné ou moi, je ne suis juste pas fait pour être rigoureux. Comme si certaines personnes naissaient avec un gène de la discipline et d'autres non. C'est complètement faux. La discipline n'est pas un don. Ce n'est pas un trait de personnalité fixe que tu possèdes ou que tu ne possèdes pas. La discipline, c'est un muscle. Un muscle mental que tu développes exactement comme tu développerais tes biceps à la salle de sport. Laisse-moi t'expliquer ce concept avec une métaphore que tu vas immédiatement comprendre si tu as déjà joué à un jeu vidéo. Imagine que ta vie est un RPG, un jeu de rôle. Tu es le personnage principal. Et comme dans n'importe quel RPG, tu commences au niveau 1. Faible, fragile, inexpérimenté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu avances dans le jeu ? Tu accomplis des quêtes, tu affrontes des ennemis, tu surmontes des défis. Et chaque fois que tu fais ça, qu'est-ce que tu gagnes ? De l'expérience, des points de XP. Et au fur et à mesure que tu accumules cette expérience, quelque chose de magique se produit. Tu montes de niveau. Ton personnage devient plus fort. Les tâches qui te paraissaient impossibles au niveau 1 deviennent faciles au niveau 10. Les ennemis qui te terrifiaient deviennent des adversaires que tu bats sans difficulté. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que tu choisis de faire tes devoirs au lieu de regarder Netflix, tu gagnes de l'XP en discipline. Chaque fois que tu te forces à réviser alors que tu n'en as pas envie, tu gagnes de l'XP en discipline. Chaque fois que tu résistes à l'envie de procrastiner et que tu te mets au travail, tu gagnes de l'XP en discipline. Et petit à petit, ton niveau de discipline augmente. Ce qui était difficile devient plus facile. Ce qui demandait un effort mental colossal devient progressivement automatique. Il y a un athlète américain, David Goggins, qui incarne parfaitement ce principe. C'est un ancien Navy SEAL, un ultramarathonien, quelqu'un qui a repoussé les limites de ce que l'être humain peut endurer. Si tu lui demandais « Est-ce que tu crois que tu es capable de t'entraîner tous les jours ?», il ne te répondrait même pas par oui ou par non. Il te regarderait avec incompréhension et te dirait simplement « Je fais déjà ça tous les jours ». Ce n'est même plus une question. Pour lui, s'entraîner quotidiennement n'est plus un choix qu'il doit faire chaque matin. C'est devenu un automatisme.
une partie intégrante de son identité. Il ne négocie plus avec lui-même. Il ne se demande plus « est-ce que j'ai envie de m'entraîner aujourd'hui ?» Il s'entraîne, point. C'est aussi naturel pour lui que de respirer. Et c'est exactement là où tu dois arriver, avec tes études. Il arrive un moment, quand tu as suffisamment développé ton muscle de discipline, où certaines choses deviennent automatiques. Tu n'as plus besoin de te forcer, tu n'as plus besoin de te motiver pendant 20 minutes avant de commencer, tu agis simplement. Tu as une heure de permanence, réflexe automatique, tu sors ton manuel et tu travailles. Tu es dans le métro ou le bus pendant 30 minutes, réflexe automatique, tu relis tes fiches de révision. Un devoir surveillé approche, réflexe automatique, tu commences à réviser plusieurs jours à l'avance sans même avoir besoin qu'on te le rappelle. Ce n'est plus une négociation interne épuisante où une partie de toi veut travailler et l'autre partie veut procrastiner. C'est devenu ta nouvelle normalité. Mais attention, et c'est crucial que tu comprennes ça, tu ne peux pas passer du niveau 1 au niveau 50 en une semaine. Ce serait comme entrer dans une salle de sport pour la première fois de ta vie et essayer de soulever 100 kilos au développé couché. Tu vas te blesser, tu vas abandonner, tu vas te dire que ce n'est pas pour toi. Le développement de la discipline suit exactement les mêmes règles que le développement musculaire. Progression graduelle et constante. Si aujourd'hui tu es au niveau 1 de discipline, c'est-à-dire que tu as du mal à te concentrer plus de 10 minutes d'affilée, ton objectif n'est pas de devenir quelqu'un qui travaille 6 heures par jour du jour au lendemain. Ton objectif, c'est de passer à 15 minutes de concentration, puis 20, puis 30. Chaque petite victoire compte. Chaque moment où tu résistes à une distraction est une victoire. Chaque session de travail que tu complètes est une victoire. Et ces victoires s'accumulent. C'est pour ça que je te dis, arrête de te comparer à quelqu'un qui est au niveau 50 si toi tu es encore au niveau 1. Cette personne n'a pas commencé là où elle est maintenant, elle aussi a commencé au niveau 1. La seule différence, c'est qu'elle a persévéré. Elle a continué à accumuler de l'expérience, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et tu sais quoi ? Tu peux faire exactement la même chose. Ce qui compte, ce n'est pas ta performance d'aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle tu avances. Est-ce que demain, tu seras un peu meilleur qu'aujourd'hui ? Est-ce que dans une semaine, tu auras progressé par rapport à aujourd'hui ? Est-ce que dans un mois, tu auras développé de nouvelles habitudes ? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. La discipline n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un engagement sur le long terme. Et les résultats, même s'ils ne sont pas immédiatement visibles, sont absolument garantis si tu persévères. Alors commence petit. Choisis une seule habitude que tu veux développer cette semaine. Peut-être que c'est de réviser 15 minutes chaque soir. Peut-être que c'est de faire tes devoirs dès que tu rentres chez toi, au lieu de procrastiner pendant 2 heures. Peu importe. Choisis-en une et tiens-toi-y pendant une semaine complète. Pas de négociation, pas d'excuses. Puis la semaine suivante, ajoute une deuxième habitude. Et continue ainsi. Avec le temps, tu vas te rendre compte d'un truc incroyable. Ces habitudes qui te demandaient un effort monumental au début vont devenir de plus en plus faciles. Et un jour, tu vas réaliser qu'elles sont devenues complètement automatiques. Ce jour-là, tu sauras que tu as gagné un niveau en discipline. Et crois-moi, une fois que tu as goûté à cette sensation, une fois que tu as compris que tu as le pouvoir de te transformer toi-même par tes actions répétées, rien ne peut plus t'arrêter. Passons maintenant au troisième principe, celui qui va littéralement multiplier ton efficacité par 2. Le troisième principe est probablement celui qui va avoir l'impact le plus immédiat et le plus spectaculaire sur tes résultats. Je parle du concept de deep work, ou travail en profondeur. Le deep work, c'est cet état de concentration tellement intense que le monde extérieur disparaît littéralement. Pendant ce moment, il n'y a plus que toi et la tâche devant toi. Plus de distractions, plus de pensées parasites, juste un focus absolu, laser sur ce que tu es en train de faire. Et voici la vérité que très peu d'élèves comprennent. 4 heures passées devant ton bureau ne valent pas 4 heures d'apprentissage réel. Laisse-moi répéter ça parce que c'est absolument fondamental.
Le temps que tu passes à étudier n'a aucune corrélation directe avec ce que tu apprends réellement. Tu peux passer 6 heures assis à ton bureau avec tes cahiers ouverts et tes stylos sortis et au final n'avoir retenu quasiment rien. Pourquoi ? Parce que pendant ces 6 heures, tu as été constamment interrompu. Ton téléphone a vibré 20 fois. Tu as check Instagram 3 fois. Tu as répondu à des messages sur Snapchat. Tu as pensé à ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Tu as rêvassé à ce que tu vas faire ce week-end. Ton corps était devant ton bureau. Mais ton cerveau, il était partout sauf sur ton travail. À l'inverse, quelqu'un qui fait 2 heures de deep work pur, sans aucune distraction, sans aucune interruption, va apprendre et retenir plus que quelqu'un qui passe 6 heures à étudier de manière superficielle. C'est mathématique. C'est scientifiquement prouvé. Et c'est exactement ce qui explique comment certains élèves arrivent à concilier plusieurs activités, plusieurs passions, tout en maintenant d'excellents résultats académiques. Personnellement, je gère actuellement plusieurs projets de front. Je crée du contenu YouTube, je dirige mon entreprise de stage de mathématiques, je fais régulièrement de la musculation, je regarde des films, je sors avec mes amis. Ma vie n'est pas uniquement consacrée aux études, loin de là. Et pourtant, j'ai terminé avec d'excellents résultats académiques. Comment ? Grâce au deep work. Je fais en 2 heures ce que beaucoup d'élèves font en 4 ou 5 heures. Non pas parce que je suis plus intelligent, mais parce que pendant ces 2 heures, je suis concentré à 200%. Je ne perds pas une seule minute. Chaque seconde est optimisée. Et au bout de ces 2 heures, j'ai accompli ce que je devais accomplir. Maintenant, comment est-ce que tu crées ces conditions de deep work ? Première règle, quand tu travailles, travaille vraiment. Ça paraît évident dit comme ça, mais la majorité des élèves ne respectent pas cette règle. Ils travaillent tout en étant constamment connectés, constamment disponibles, constamment distraits. Ton téléphone doit être dans ton sac, loin de toi, de préférence dans une autre pièce. Pas en mode silencieux sur ton bureau où tu peux voir l'écran s'allumer, pas en mode avion à côté de toi où tu peux le reprendre facilement. Non. Physiquement éloigné. Ton bureau doit être minimaliste. Je sais que ça peut paraître extrême, mais écoute-moi bien. Sur ton bureau, il ne devrait y avoir que 3 choses. Ton cahier, ton stylo et ton manuel ou tes fiches de cours. C'est tout. Pas de décorations qui vont attirer ton regard, pas de snacks qui vont te tenter, pas d'objets qui n'ont rien à voir avec ta tâche actuelle. Pourquoi cette rigueur ? Parce que ton cerveau est constamment à la recherche de stimulation. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et chaque objet sur ton bureau est une stimulation potentielle. Chaque chose que tu vois est une invitation à te distraire, ne serait-ce qu'1 seconde. Si ton bureau ressemble à un bazar, ton cerveau va constamment switcher d'un objet à l'autre. Et chaque switch, même minime, consomme de l'énergie mentale et brise ta concentration. Un environnement minimaliste égale un cerveau qui peut se concentrer pleinement. Deuxième règle cruciale, gère intelligemment tes pauses. Tu ne peux pas rester en deep work pendant 6 heures d'affilée. Ton cerveau a besoin de pauses régulières pour consolider l'information et se régénérer. C'est normal, c'est même nécessaire. Mais voici l'erreur fatale que font 90% des élèves pendant leur pause. Ils vont scroller sur TikTok, Instagram ou n'importe quel réseau social. Et ça, c'est la pire chose que tu puisses faire. Pourquoi ? Parce que le scroll est extrêmement stimulant pour ton cerveau. Chaque vidéo, chaque image, chaque story crée un pic de dopamine. Ton cerveau reçoit une dose massive de stimulation en très peu de temps. Résultat, quand tu retournes à ton travail après 15 minutes de scroll, ton cerveau est complètement surstimulé. Il ne veut plus se concentrer sur quelque chose d'aussi ennuyeux qu'un cours de mathématiques ou d'histoire. Il veut retrouver cette stimulation intense et instantanée. Ton énergie mentale est détruite. Au lieu de ça, pendant tes pauses, fais des choses qui reposent vraiment ton cerveau. Lève-toi, étire-toi, va boire un verre d'eau, sors prendre à l'air 5 minutes,
Regarde par la fenêtre. Ferme tes yeux et respire profondément. Des activités simples, calmes, qui permettent à ton cerveau de vraiment récupérer sans le surstimuler. Avec cette approche, quand tu retournes à ton travail, tu es frais, tu es prêt. Tu peux repartir pour une nouvelle session de deep work de qualité. Si tu appliques vraiment ce principe du deep work, si tu arrives à faire ne serait-ce que 2 heures de travail concentré, sans distraction, chaque jour, tu vas littéralement dépasser 90% des autres élèves. Parce que ils révisent 6 heures. Mais toi, tu progresses réellement 2 heures. Et au final, c'est toi qui obtiens les meilleurs résultats, avec moins d'efforts. C'est ça la vraie efficacité. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité absolue. Parlons maintenant du 4e principe, celui qui va transformer complètement ta manière d'étudier. Je parle des méthodes d'apprentissage. Parce que vois-tu, tu peux avoir toute la discipline du monde, tu peux avoir la capacité de te concentrer pendant des heures, mais si tu utilises les mauvaises méthodes, tu vas simplement travailler dur pour des résultats médiocres. Et c'est exactement ce qui arrive à la majorité des élèves. Ils travaillent énormément, ils sont sérieux, ils passent des heures à réviser, mais leurs notes ne suivent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des méthodes inefficaces, voire complètement contre-productives. Je vais te donner 3 méthodes précises, celles que tous les étudiants excellents utilisent, consciemment ou inconsciemment, et si tu les appliques correctement, elles vont littéralement multiplier l'efficacité de chaque heure que tu passes à étudier. Première méthode, privilégier l'apprentissage actif plutôt que passif. Voici la différence fondamentale entre un élève moyen et un excellent élève. L'élève moyen apprend de manière passive. Il relit son cours. Il surligne des passages dans son cahier avec des stabilos de toutes les couleurs. Il recopie ses notes. Il regarde des vidéos explicatives sur YouTube. Et pendant qu'il fait tout ça, il a l'impression de travailler. Son cerveau lui dit « Oui, tu reconnais ces informations. Tu les as déjà vues. Tout ça te semble familier. Donc, tu dois les connaître. » Mais voici le problème. La reconnaissance n'est pas la même chose que la mémorisation. Laisse-moi te donner un exemple concret qui va tout éclairer. Imagine que tu es en cours d'économie. Ton professeur te montre un schéma des 4 fonctions du système financier. Tu le regardes attentivement. Tu hoques la tête. Tu te dis « Ok, j'ai compris, c'est logique, ça a du sens. » Puis ton professeur enlève le schéma du tableau. Et là, il te demande « Maintenant, reproduis ce schéma de mémoire. » Et qu'est-ce qui se passe ? Tu restes bloqué. Tu te souviens vaguement qu'il y avait 4 fonctions. Tu penses pouvoir en citer 2 ou 3, mais reproduire le schéma complet, avec toutes les connexions, toutes les nuances, impossible. Pourquoi ? Parce que tu as compris passivement. Ton cerveau a reconnu l'information quand elle était devant tes yeux, mais il ne l'a jamais vraiment intégrée, encodée. Stockée. De manière solide. C'est exactement ce qui va se passer le jour du contrôle. Personne ne va te montrer ton cours pour te rafraîchir la mémoire. Tu vas devoir retrouver ces informations dans ta mémoire sans aide, sans support. Et si tu as appris passivement, tu vas être incapable de les retrouver. Alors, quelle est la solution ? L'apprentissage actif. L'apprentissage actif, c'est forcer ton cerveau à retrouver l'information sans aide extérieure. C'est exactement ce qui se passe pendant un contrôle, sauf que tu le fais pendant tes révisions, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Au lieu de relire ton cours, ferme ton cahier et essaie de te rappeler les points principaux sans regarder. Écris-les sur une feuille blanche, puis vérifie ce que tu as oublié. Au lieu de simplement regarder un schéma, essaye de le reproduire de mémoire. Puis compare avec l'original et corrige tes erreurs. Au lieu de surligner des passages importants, crée des fiches de révision avec des questions sur une face et les réponses sur l'autre.
Puis, teste-toi régulièrement. En mathématiques, en physique, en chimie, l'apprentissage actif est évident. Tu fais des exercices. Tu ne peux pas apprendre les maths en regardant quelqu'un d'autre résoudre des problèmes. Tu dois les résoudre toi-même, encore et encore. Mais même dans les matières littéraires, le principe reste le même. Veux-tu apprendre tes dates en histoire? Ne les relis pas 20 fois. Cache-les et essaie de les retrouver. Teste-toi. Force ton cerveau à faire l'effort de récupération. Pourquoi cette méthode est-elle tellement plus efficace? Parce que chaque fois que ton cerveau doit faire l'effort de retrouver une information, il renforce les connexions neuronales associées à cette information. C'est comme un muscle qui se renforce à chaque répétition. Plus tu forces ton cerveau à retrouver l'information, plus cette information devient solide, durable, accessible. L'apprentissage actif est plus difficile que l'apprentissage passif. C'est inconfortable. Ça demande plus d'effort mental, mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Deuxième méthode, appliquer intelligemment la loi de Pareto. La loi de Pareto, tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est le principe du 80-20. 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Dans le monde de l'entreprise, on dit que 20% de tes clients génèrent 80% de ton chiffre d'affaires. 20% de tes produits représentent 80% de tes ventes. Et dans les études, ce principe est une arme absolue. Mais attention, ce n'est pas une simple phrase motivante à mettre sur un poster. C'est une méthode stratégique précise que tu dois appliquer intelligemment. Voici comment. Dans chaque matière, il existe des éléments qui ont un impact disproportionné sur ta note finale. Ce sont tes 20%. Ce sont les choses qui, si tu les maîtrises parfaitement, vont te garantir une excellente note. Le reste, c'est du bonus. C'est bien de le connaître, mais ce n'est pas ce qui fait la différence entre un 12 et un 18. Prenons l'exemple des mathématiques. Tes 20% en mathématiques, ce sont les exercices types, les annales de bac, les problèmes classiques qui reviennent année après année sous différentes formes. Si tu maîtrises parfaitement ces exercices types, si tu sais les résoudre dans ton sommeil, tu es pratiquement garanti d'avoir une excellente note. Parce que le jour du contrôle, tu vas reconnaître immédiatement le type d'exercice qu'on te propose et tu vas appliquer la méthode appropriée. Tout le reste, les exercices originaux, les cas particuliers, les variations créatives, c'est certes intéressant, mais ça ne représente qu'une petite partie des points. Et surtout, tu ne peux les maîtriser que si tu maîtrises déjà parfaitement les bases. En histoire, en français, en philosophie, tes 20%, ce sont les problématiques, les plans, les articulations logiques. On ne te demande pas de réciter par cœur des pages entières de cours. On te demande de construire une argumentation cohérente, de répondre à une problématique précise, de structurer ta pensée de manière claire. Si tu sais identifier une problématique, construire un plan en 3 parties avec des sous-parties logiques et articuler tes arguments avec des connecteurs appropriés, tu as déjà 80% de la note. Les exemples précis, les dates exactes, les citations, c'est important, oui, mais c'est secondaire par rapport à la structure de ton raisonnement. Alors, comment tu appliques la loi de Pareto concrètement? Première étape, identifie tes 20% dans chaque matière. Demande-toi, qu'est-ce qui, si je le maîtrise parfaitement, va avoir le plus grand impact sur ma note? Si tu n'es pas sûr, demande à ton professeur. Regarde les critères d'évaluation. Analyse les corrections des contrôles précédents pour voir où tu perds le plus de coins. Deuxième étape, concentre l'essentiel de ton énergie sur ces 20%. C'est là que tu dois être impeccable. C'est là que tu dois atteindre l'excellence. Troisième étape, une fois que tu maîtrises parfaitement tes 20%, alors seulement tu peux t'occuper du reste. Faire du 20-80, c'est devenir stratégique. C'est arrêter de t'éparpiller sur 1000 détails insignifiants et mettre ton focus sur ce qui va réellement te rapprocher de ton objectif. C'est étudier intelligemment, plutôt que simplement étudier beaucoup. Troisième méthode. Utiliser la répétition espacée de manière systématique.
La troisième méthode va peut-être te sembler évidente quand je vais l'expliquer, mais je te garantis que presque personne ne l'applique correctement. Voici la vérité neurologique que tu dois comprendre. Ton cerveau est conçu pour oublier. Ce n'est pas un défaut, c'est une fonctionnalité. Ton cerveau efface constamment les informations qu'il considère comme non essentielles pour libérer de l'espace pour de nouvelles informations. Et comment est-ce que ton cerveau décide qu'une information est essentielle? Simple. Si tu la réactives régulièrement, ton cerveau se dit « Ok, cette information revient souvent, elle doit être importante, je vais la garder et la renforcer. » Si tu ne la réactives jamais, ton cerveau se dit « Cette information n'a pas été utilisée depuis longtemps, elle est probablement pas importante, je peux la supprimer. » C'est pour ça que réviser tout le programme la veille d'un contrôle ne fonctionne jamais. Ou plutôt, ça fonctionne pour le contrôle du lendemain. Mais 2 semaines plus tard, tu as tout oublié. Pourquoi? Parce que tu as forcé l'information dans ta mémoire à court terme, mais tu n'as jamais transféré dans ta mémoire à long terme. La solution? La répétition espacée. Au lieu de réviser massivement la veille, tu répartis tes révisions dans le temps selon un calendrier précis. Voici le calendrier optimal basé sur des études en neurosciences. Tu apprends une nouvelle information, aujourd'hui. Mettons que tu découvres un nouveau chapitre en cours. Première révision. Le soir même, avant de te coucher. Juste 15 minutes pour revoir les points principaux. Ça va consolider l'encodage initial de l'information. Deuxième révision. Le lendemain, à nouveau, 15 à 20 minutes. L'information est encore fraîche, mais tu commences à la solidifier. Troisième révision, 2 jours plus tard. Tu forces ton cerveau à faire un peu plus d'efforts pour retrouver l'information, ce qui renforce encore plus les connexions. Quatrième révision, 4 jours après. Puis 1 semaine plus tard. Puis 2 semaines plus tard. Chaque fois que tu réactives cette information, tu la graves un peu plus profondément dans ta mémoire à long terme, jusqu'à ce qu'elle devienne permanente. Le résultat? Le jour du contrôle, tu n'as presque pas besoin de réviser. L'information est déjà là, solidement ancrée. Tu es serein, tu es confiant, et souvent tu finis ton contrôle en avance parce que tu n'as pas besoin de chercher les réponses dans ta mémoire. Elles viennent naturellement. Les meilleurs élèves ne révisent pas la veille. Pour eux, les révisions ont commencé le premier jour où ils ont découvert le chapitre. Le jour du contrôle, ils ne font que consolider une dernière fois des connaissances déjà parfaitement maîtrisées. Cette méthode est absolument vitale dans les grosses matières à coefficient élevé. Les mathématiques, le français, la philosophie, les sciences économiques et sociales, les SVT. Pourquoi? Parce que ce sont des matières où tu ne peux pas improviser. Tu ne peux pas rattraper 16 analyses linéaires en 1 semaine. C'est matériellement impossible. Tu ne peux pas apprendre 10 chapitres de mathématiques en 5 jours. C'est comme vouloir courir un marathon sans jamais t'être entraîné. C'est exactement pareil pour la préparation d'un marathon. Tu ne cours pas 40 km la veille de la course pour te préparer. Tu t'entraînes progressivement, sur des mois, en augmentant progressivement la distance et l'intensité. Les meilleurs élèves ne révisent pas la veille. Pour eux, les révisions ont commencé le premier jour où ils ont découvert le chapitre. Le jour du contrôle, ils ne font que consolider une dernière fois des connaissances déjà parfaitement maîtrisées. Cette méthode est absolument vitale dans les grosses matières à coefficient élevé. Les mathématiques, le français, la philosophie, les sciences économiques et sociales, les SVT. Pourquoi? Parce que ce sont des matières où tu ne peux pas improviser. Tu ne peux pas rattraper 16 analyses linéaires en 1 semaine. C'est matériellement impossible. Tu ne peux pas apprendre 10 chapitres de mathématiques en 5 jours. C'est comme vouloir courir un marathon sans jamais t'être entraîné. C'est exactement pareil pour la préparation d'un marathon. Tu ne cours pas 40 km la veille de la course pour te préparer. Tu t'entraînes progressivement, sur des mois, en augmentant progressivement la distance et l'intensité. Les élèves brillants ne sont pas des surhommes qui peuvent apprendre instantanément. Ils étalent simplement l'effort. Ils jouent la stratégie de la constance plutôt que celle de l'urgence de dernière minute. Maintenant, imagine que tu combines ces 3 méthodes. Tu utilises l'apprentissage actif pour forcer ton cerveau à vraiment encoder l'information. Tu appliques la loi de Pareto pour concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Tu utilises la répétition espacée pour ancrer durablement ces connaissances dans ta mémoire. Et en plus, tu fais tout ça en état de deep work, avec une concentration maximale. Tu deviens littéralement une machine d'apprentissage,
un monstre d'efficacité. En quelques semaines, tu vas voir une transformation radicale dans tes résultats. Non pas parce que tu travailles plus, mais parce que tu travailles infiniment mieux. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier principe, et c'est peut-être le plus important de tous. Parce que sans ce principe, tous les autres finissent par s'effondrer, tôt ou tard. Je parle de la vision à long terme. Pourquoi faire tout ça ? Pourquoi développer ce sens de la responsabilité ? Pourquoi construire cette discipline ? Pourquoi se concentrer si intensément ? Pourquoi utiliser ces méthodes avec autant de rigueur ? Parce qu'au bout du chemin, il y a un objectif clair, une destination précise, un futur que tu construis consciemment. Dans beaucoup de familles chinoises immigrées, il existe une vision très claire de ce que représentent les études et l'éducation. Décrocher une place dans une bonne classe préparatoire, intégrer une grande école, obtenir un diplôme prestigieux, ce n'est pas juste une question d'ego ou de statut social. C'est bien plus profond que ça. C'est un symbole de stabilité, de sécurité, d'ascension sociale. Pour soi-même, oui, mais aussi et surtout pour les générations suivantes. C'est la possibilité de sortir du cycle de la précarité. C'est la garantie que tes enfants, eux, n'auront pas à travailler 14 heures par jour, dans des conditions difficiles. C'est la promesse d'une vie meilleure, construite sur l'éducation, plutôt que sur le travail manuel épuisant. Pour mes parents, et pour des millions d'autres parents immigrants, l'éducation de leurs enfants n'est pas un luxe, c'est un investissement vital. C'est la raison pour laquelle ils ont tout sacrifié. Et nous, les enfants, nous grandissons avec cette conscience aiguë que notre réussite scolaire a une signification qui dépasse largement nos notes personnelles. Maintenant, tu vas me dire « Ok, mais moi je ne suis pas issu de l'immigration. Mes parents ont déjà une situation stable. Je ne vis pas ce contexte. Comment je peux développer cette vision à long terme ?» Excellente question. Et voici ma réponse. Tu n'as pas besoin d'avoir exactement le même contexte pour développer exactement la même vision. Ce qui compte n'est pas d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu veux aller. Tu dois te créer ta propre vision, ton propre futur désirable, ton propre objectif qui te fait vibrer. Pose-toi ces questions et réponds-y avec une honnêteté totale. Quelle vie est-ce que je veux vivre dans 10 ans ? Dans 20 ans ? Quel métier est-ce que je veux exercer ? Dans quel type d'environnement est-ce que je veux travailler ? Quel niveau de liberté financière est-ce que je veux avoir ? Quel impact est-ce que je veux avoir sur le monde, sur les gens autour de moi ? Quelle personne est-ce que je veux devenir ? Et une fois que tu as cette vision claire, pose-toi la question suivante. Est-ce que mes actions quotidiennes actuelles me rapprochent de cette vision ou m'en éloignent ? Parce que voilà ce que tu dois comprendre. Chaque heure que tu passes à travailler sérieusement aujourd'hui, c'est une brique que tu poses pour construire le futur que tu veux. Chaque heure que tu passes à procrastiner, à te distraire, à faire semblant de travailler, c'est une opportunité perdue de te rapprocher de cette vision. Quand tu as une vision claire, les études ne sont plus une corvée imposée par le système. Elles deviennent un outil, un moyen, un chemin vers la vie que tu veux construire. Et quand tu vois les études comme un outil plutôt que comme une obligation, tout change. Tu n'as plus besoin qu'on te force à travailler. Tu travailles parce que tu sais exactement pourquoi tu le fais et où ça te mène. Je vais être totalement honnête avec toi. Les cracks de ma classe en terminale n'étaient pas des génies. Ils n'étaient pas naturellement plus intelligents que les autres. La plupart d'entre eux avaient des QI parfaitement normaux. Moi-même, j'ai eu une période en seconde où je tournais autour de 12 de moyenne générale. J'étais dans le ventre mou de la classe. Je pensais sincèrement que je n'étais pas fait pour les études, que je n'avais pas les capacités pour exceller. Alors, qu'est-ce qui a changé ? J'ai arrêté de voir les études comme une punition, et j'ai commencé à les voir comme un investissement dans mon futur. J'ai compris que chaque heure passée à maîtriser les mathématiques, ce n'était pas juste pour avoir une bonne note sur un bout de papier. C'était pour développer ma capacité de raisonnement logique, ma rigueur intellectuelle, ma persévérance face aux problèmes complexes. J'ai compris que chaque dissertation de français que j'écrivais, ce n'était pas juste pour plaire à mon professeur.
C'était pour développer ma capacité à structurer ma pensée, à argumenter de manière convaincante, à communiquer mes idées clairement. Toutes ces compétences, je les utilise aujourd'hui dans mon entreprise, dans mes vidéos YouTube, dans chaque projet que j'entreprends. Les études ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen de devenir la personne capable de réaliser tes ambitions. Et quand tu comprends ça, vraiment, profondément, chaque révision prend du sens. Tu ne révises plus juste pour passer le prochain contrôle. Tu révises pour développer les compétences qui vont te servir toute ta vie. Il y a quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine que tu dois comprendre. L'être humain peut endurer presque n'importe quelle difficulté tant qu'il comprend pourquoi il le fait. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, a écrit dans son livre Man's Search for Meaning une phrase qui résume parfaitement ce principe. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Peu importe les obstacles. Peu importe les difficultés. Peu importe les moments de découragement. Quand tu sais pourquoi tu marches, quand tu as une vision claire de la destination, tu continues d'avancer. Les jours où tu es fatigué, tu continues, parce que tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Les jours où tu as envie d'abandonner, tu continues, parce que tu visualises le futur que tu es en train de construire. Les notes ne reflètent pas encore tes efforts. Tu continues, parce que tu sais que c'est un processus et que les résultats viendront. La vision à long terme, c'est ce qui transforme la discipline en quelque chose de durable. C'est ce qui transforme les efforts en investissement. C'est ce qui transforme les sacrifices temporaires en construction d'un futur désirable. Alors, je te pose une dernière fois cette question. Et je veux vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir. Quel futur es-tu en train de construire avec tes actions d'aujourd'hui? Si tu continues sur ta trajectoire actuelle, dans quelle direction vas-tu arriver? Est-ce que c'est la direction que tu veux vraiment prendre? Si la réponse est non, alors aujourd'hui est le meilleur jour pour commencer à changer de cap. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage à travers les 5 principes qui expliquent la réussite académique exceptionnelle. Récapitulons ensemble ce que nous avons découvert. La vraie réussite scolaire, celle qui mène à 18 de moyenne et à l'excellence académique, ne repose pas sur des facteurs mystérieux ou inaccessibles. Elle ne repose pas sur un QI exceptionnellement élevé. Les études montrent clairement que, passé un certain seuil d'intelligence tout à fait normal, le QI ne prédit pratiquement plus rien de la réussite académique ou professionnelle. Elle ne repose pas sur ton origine ethnique ou culturelle. Les principes que nous avons explorés sont universels. Ils fonctionnent pour n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Elle ne repose pas sur des ressources matérielles exceptionnelles. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs cours particuliers, la meilleure école ou la bibliothèque la plus fournie. La vraie réussite repose sur 5 piliers fondamentaux que tu peux construire dès maintenant. Premier pilier, le sens de la responsabilité. Cette force intérieure qui te pousse à agir même quand personne ne te regarde, même quand personne ne te force. Cette conscience que tes actions d'aujourd'hui construisent ton futur de demain. Cette volonté de ne pas gaspiller les opportunités et les sacrifices qui t'ont été offerts. Deuxième pilier, la discipline comme muscle mental. La compréhension profonde que la discipline n'est pas innée, qu'elle se développe progressivement, niveau après niveau, jusqu'à devenir automatique. L'acceptation que tu dois commencer là où tu es aujourd'hui et progresser régulièrement plutôt que de viser la perfection immédiate. Troisième pilier, le deep work et la concentration totale. La capacité à créer des sessions de travail d'une qualité exceptionnelle où tu fais en 2 heures ce que d'autres font en 6. L'intelligence de gérer ton environnement et tes pauses pour maximiser ton efficacité cognitive. Quatrième pilier, les méthodes d'apprentissage scientifiquement prouvées.
L'apprentissage actif plutôt que passif. L'application intelligente de la loi de Pareto pour concentrer tes efforts sur ce qui compte vraiment. La répétition espacée pour ancrer durablement les connaissances dans ta mémoire à long terme. 5e pilier, la vision à long terme qui donne du sens à tout. Cette image claire du futur que tu veux construire, cette compréhension que les études ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour devenir la personne capable de réaliser tes ambitions. Quand tu combines ces 5 piliers, quand tu les appliques tous ensemble de manière cohérente et constante, quelque chose de magique se produit. Tu ne travailles pas plus que les autres. En fait, tu travailles probablement moins en termes de temps total passé. Mais tu travailles tellement mieux, tellement plus intelligemment, tellement plus efficacement, que tes résultats explosent. Passer de 12 à 18 de moyenne n'est plus un objectif impossible. Ça devient juste une conséquence logique, mathématique même, de l'application correcte de ces principes. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'être chinois ou d'avoir une culture particulière. Tu n'as pas besoin d'avoir des super-pouvoirs ou des capacités exceptionnelles. Tu as juste besoin de 4 choses qui sont à la portée de tout le monde. La concentration pour travailler en profondeur, les méthodes pour apprendre efficacement, la discipline pour être constant dans tes efforts, et la vision pour savoir pourquoi tu fais tout ça. C'est ça le fameux secret chinois de la réussite scolaire. Et comme tu peux le constater maintenant, il n'a jamais eu rien de secret. C'est juste que personne ne prend le temps de l'expliquer clairement. Personne ne te montre concrètement comment appliquer ces principes dans ta vie quotidienne. On te dit de travailler plus, d'être motivé, de donner le meilleur de toi-même. Mais personne ne t'explique comment faire concrètement. Maintenant, tu sais. Tu as toutes les cartes en main. Tu connais les principes, tu comprends les méthodes, tu as vu les exemples concrets. La seule question qui reste est « qu'est-ce que tu vas en faire ?» Parce que, regarde, tu peux refermer cette vidéo, te dire que c'était intéressant et retourner exactement aux mêmes habitudes qu'avant. Dans ce cas, dans 3 mois, dans 6 mois, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui, avec les mêmes résultats, les mêmes frustrations, les mêmes regrets. Ou alors, tu peux décider que dès aujourd'hui, dès maintenant, tu commences à appliquer ne serait-ce qu'un seul de ces principes. Puis, progressivement, tu en ajoutes un deuxième, puis un troisième. Et dans 3 mois, dans 6 mois, quand tu verras tes notes remonter, quand tu verras tes professeurs surpris par ta transformation, quand tu verras tes parents fiers de tes résultats, tu te rappelleras ce moment précis. Le moment où tu as décidé de prendre le contrôle de ta scolarité plutôt que de subir passivement ce qui t'arrive. Moi, j'ai fait ce choix en seconde, et ça a complètement changé ma trajectoire. Je suis passé de 12 de moyenne à 18. J'ai intégré Dauphine, j'ai créé mon entreprise. Aujourd'hui, je vis la vie que je voulais construire. Des dizaines, des centaines d'élèves que j'ai accompagnés à travers Stage 20 en maths ont fait le même choix. Et eux aussi ont vu leurs résultats se transformer radicalement. Si nous avons pu le faire, je te garantis absolument que toi aussi tu peux le faire. Tu as les mêmes capacités, tu as accès aux mêmes principes, tu as le même potentiel. La seule différence entre toi et quelqu'un qui obtient 18 de moyenne, c'est que cette personne a décidé d'appliquer ces principes et de ne jamais abandonner jusqu'à obtenir les résultats qu'elle vise. Et tu peux prendre exactement la même décision, maintenant. Alors, commence petit. Choisis un principe, applique-le cette semaine, observe les résultats, puis ajoute un deuxième principe, puis un troisième. Construis progressivement, brique par brique, jour après jour, la version de toi qui obtient les résultats dont tu rêves. Parce qu'au final, la vraie réussite, ce n'est pas juste un 18 sur 20 sur un bulletin de notes. Ce n'est pas juste une admission dans une école prestigieuse. La vraie réussite, c'est de poursuivre ta quête de liberté. C'est de construire la vie dont tu es fier. C'est de devenir la personne que tu as toujours su que tu pouvais devenir. Et tout commence aujourd'hui. Tout commence avec la décision de ne plus subir, mais de prendre le contrôle. Prends soin de toi. Et surtout, reste fort.